Bonsoir, nouvelle édition du 7-8, il est 18 h si vous nous rejoignez en direct en ce 18 décembre. Et bonsoir à Valérie Auribeau. Bonsoir Alfred. Comme chaque mardi, nous allons faire le point sur l'environnement avec vous. La chronique de l'environnement dans une vingtaine de minutes. Et cette question, que faire des vieilles cabines téléphoniques? Et oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, Alfred. Certaines deviendront bientôt des bibliothèques dans les lycées. C'est le concept Bibliobox développé par la Maison de l'Europe et en partenariat avec Orange. Et nous verrons tout cela avec nos invités tout à l'heure. De toutes petites bibliothèques alors. C'est ça. Dans les cabines téléphoniques. À tout à l'heure Valérie. Autre question qui va nous intéresser ce soir. Qu'attendre de la réforme de l'éducation? Vincent Peillon, ministre, a donné quelques éléments de réponse ce matin dans une interview donnée à Libération. Carte scolaire stricte, rythme scolaire allégé. Ce qu'en pensent les syndicats d'enseignants. Le SNUIPP FSU, responsable départemental, est en plateau avec nous, ainsi que le directeur de l'école de la deuxième chance à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous les entendrons dans un instant. Le reste des sujets qui vont être développés ce soir dans le 7-8 de ce 18 décembre en images. La sécurité routière à quelques jours des fêtes de fin d'année. L'heure est à la prévention, notamment à l'intention des plus jeunes. La cible, la lutte contre les excès dus à l'alcool. L'école de la deuxième chance de Trappes vient de remettre une fois de plus des certifications d'apprentissage. Nous en parlerons dans un instant. Je vous le disais, l'établissement qui accueille des jeunes sortis du milieu scolaire affiche des résultats encourageants. À l'issue de leur formation, 70% d'entre eux trouvent une solution. Les anciennes cabines téléphoniques ont une deuxième vie. Vous allez le voir en images. Elles vont être recyclées en bibliothèque de rue. Un projet original développé notamment par la Maison de l'Europe. Et puis, il n'y a pas d'âge pour commencer le basket. Une initiation de Baby Basket a été proposée à Guyancourt. 112 jeunes issus de 14 clubs du département ont participé. Une nouvelle présidente pour le Press UpGo, l'université du Grand Ouest parisien. Ce pôle de recherche et d'enseignement supérieur qui fédère plusieurs établissements, dont l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Nommée rectrice de Dijon, Sylvie Faucheux a donc officiellement laissé sa place. Une nouvelle directrice vient d'être élue. La présentation avec Catherine Zulato. Une femme pour remplacer Sylvie Faucheux à la tête de l'université Paris-Grand Ouest. Anne-Sophie Barthez vient d'être nommée présidente du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'UpGo, qui regroupe notamment l'université de Versailles-Saint-Quentin et l'université de Cergy-Pontoise. Anne-Sophie Barthez est professeure agrégée de droit privé depuis 2001. Elle enseigne le droit à l'université de Cergy et depuis mars 2012, elle est vice-présidente en charge du développement stratégique. Anne-Sophie Barthez prend donc la succession de Sylvie Faucheux, ancienne présidente, nommée rectrice de l'Académie de Dijon. Dans ses projets, l'ouverture en 2013 de l'Institut d'études politiques à Saint-Germain-en-Laye. Deux invités pour évoquer cette réforme de l'éducation. Bertrand Mesure, bonsoir. SNUIPP, FSU, syndicat enseignant, et Hervé Demarque, directeur de l'école de la deuxième chance à Saint-Quentin-en-Yvelines, école de la deuxième chance basée à Trappes. Notamment cet établissement qui insère et forme les jeunes adultes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans formation et sans qualification. Ce matin, Libération a donc publié une interview de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation. On y apprend plusieurs points sur la réforme à venir. Carte scolaire plus rigide, rythme scolaire plus léger. Nous allons élaborer une nouvelle carte scolaire plus rigide, il l'affirme, ce afin d'augmenter la mixité sociale mais aussi scolaire à la rentrée 2014. Une carte scolaire plus stricte, c'est déjà un bon point sur cette réforme qui sera officiellement dévoilée début janvier. En tout cas, ça va être l'occasion de retravailler un peu ce qui s'est fait ces dernières années et qui a poussé à des établissements ghettos qui petit à petit ont vu partir leurs meilleurs élèves. Et c'est vrai que la mixité dans les cours est quelque chose qui est absolument indispensable pour que se mettent en place de bonnes conditions d'apprentissage. Parce que les élèves, quel que soit leur âge d'ailleurs, n'apprennent pas uniquement avec leurs professeurs, ils apprennent aussi dans la confrontation qu'ils peuvent avoir avec leurs pairs. Pour vous, la mixité ? C'est une bonne chose, remettre de la mixité? Je pense qu'on apprend beaucoup mieux de ses pairs, PAIR, que de ses pairs, PER. Et c'est une des pédagogies qu'on développe aussi à l'école de la deuxième chance. Donc oui, je pense que c'est important, la mixité. Éventuellement, c'est l'exemple de l'école de la deuxième chance qui pourrait inspirer ces différentes mesures. Oui, alors nous, on n'a que des jeunes sans diplôme ni qualification sortis du système scolaire, donc on a une autre forme de mixité. Justement, on va parler tout à l'heure des actions que vous développez, que vous menez. On va voir si la réforme de l'éducation pourrait limiter peut-être le nombre d'entrants dans votre école. Au final, c'est ce qu'on peut souhaiter à ces jeunes, c'est qu'ils trouvent rapidement une qualification et ne serait-ce qu'un emploi par la suite. Je reprécise que la réforme, les points de réforme qui ont été dévoilés ce matin dans Libération, ce ne sont que quelques points. La réforme complète sera véritablement présentée fin janvier en Conseil des ministres et puis ensuite elle sera présentée au Conseil d'État, discutée au Parlement fin février, début mars.
Le rythme scolaire, ça aussi on en parle depuis plusieurs semaines, c'est officiel. Retour des cours le mercredi matin, 2013 dans un premier temps, 2014 pour tout le monde. Rythme scolaire à l'école primaire. Je vais vous demander également de réagir sur cette mesure-là. Les rythmes scolaires, ça devenait une nécessité. Depuis que le samedi matin avait été supprimé, les élèves comme les enseignants étaient confrontés à une journée extrêmement copieuse sur un temps resserré. L'autre caractéristique qui est spécifiquement française, c'est un resserrement sur le calendrier annuel. Force est de constater que pour l'instant, à part la mise en place d'une demi-journée supplémentaire dont on ne connaît pas encore tout à fait le format et sur laquelle on peut se poser pas mal de questions, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ce qui est certain, c'est que l'amplitude journalière devrait être diminuée, mais dans des proportions relativement restreintes, puisqu'il y a un temps qui n'est pas encore clairement identifié et qui sera quand même un temps de présence pour les élèves et pour les enseignants. Donc voilà, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Je dirais peut-être une certaine cacophonie entre des annonces d'un côté et puis un calendrier extrêmement resserré de l'autre côté qui font que actuellement la plupart des enseignants sont plutôt dans le flou. Je pense que les collectivités locales aussi. Est-ce qu'il y a eu un premier recul au tout début, c'était 2013 pour la mise en place, pour la prochaine rentrée scolaire. Finalement, ce sera échelonné sur 2 années. Et puis, il reste à bien définir la façon dont ça va s'organiser, puisqu'effectivement, les collectivités locales, les villes vont devoir s'organiser aussi pour accueillir les élèves. Voilà. Et déjà, il y a eu un premier élément dans le calendrier, c'est-à-dire que la prise de décision qui devait avoir lieu début février a été repoussée au mois de mars, puisque vous l'évoquez, la loi d'orientation ne sera pas votée avant fin février, début mars, et qu'il est indispensable de savoir à partir de quoi on s'organise. Maintenant, il semble indispensable du point de vue des enseignants qu'une vraie concertation s'engage, de façon à ce que les choses ne soient pas imposées dans l'urgence. Beaucoup d'enseignants sont extrêmement inquiets quant à ce qui risque de se mettre en place. Nous avons connu le samedi matin, mais qui était un moment particulier. La transposition au mercredi matin n'est pas une simple transposition d'une demi-journée. Cela a des incidences assez lourdes sur la vie de nos jeunes collègues en particulier, qui ont des enfants. Et les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ce sera aussi un nouveau rythme pour eux. Effectivement, il faudra s'organiser. C'est l'une des conséquences. Ce sera un nouveau rythme, mais ce sera aussi des engagements financiers supplémentaires. Puisque pour l'instant, effectivement, il n'y a pas eu de points très précis sur des rémunérations ou non, des ajustements Tout financiers pour ces enseignants qui seront plus présents, en tout cas sur un mode de fonctionnement très différent. Voilà, et si je prends l'exemple des Yvelines, où on a une profession qui est extrêmement féminisée, et où donc les collègues vont avoir le souci de la garde du mercredi matin, eh bien, pour l'instant, il n'y a aucune piste vraiment sérieuse de réflexion autour du sujet. Même si le ministre, dans l'interview donnée à Libération, justement précisait que la porte était ouverte aux négociations avec les syndicats qui semblent prêts à négocier, restent à se mettre autour de la table maintenant. Voilà, tout à fait. Et j'ajouterais encore autre chose, c'est que l'axe qui a été choisi, qui est un axe simplement d'une refonte de la semaine scolaire, ne prend pas en compte pour l'instant une réflexion beaucoup plus globale sur le sens général de l'école et en particulier sur quel programme. C'est-à-dire que va-t-on faire pendant ces temps-là. La caractéristique aussi du système éducatif français, c'est que je crois que nous sommes les 2e en Europe en nombre d'heures travaillées sur l'année. Donc, quelle que soit la façon dont on envisage les choses, il y a une réflexion à mener sur le temps passé à l'école et sur ce qu'on y fait. Qu'attendez-vous de cette réforme de l'éducation? Nous vous avons posé la question aujourd'hui. On se retrouve ensuite sur le plateau pour continuer cette discussion. Si, j'attends que tout le monde sache lire et écrire en 6e, qu'on développe davantage la lecture et les classiques aussi, je pense. La classe le mercredi matin, sincèrement, je trouve ça idiot. Parce que moi, j'ai 5 enfants, ils sont fatigués déjà au bout de 2 jours. Et ça fait du bien d'avoir une pause dans sa semaine. Première raison. Les réformes, ça fait à peu près la 300e réforme qu'il y a depuis 20 ans, donc j'en attends rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Et deuxième raison qui me concerne, mais qui concerne bien des enfants, c'est que le mercredi matin, souvent, il y a des activités, ça leur permet de couper avec le rythme scolaire. Que depuis le temps qu'il y a des réformes, elles n'ont jamais rien apporté, et qu'une réforme succède aux suivantes qui réforment la première, etc. Donc on tourne en rond. Donc en gros, les réformes ne servent à rien dans l'état actuel des choses. Il faudrait des réformes positives qui n'arrivent pas. Les gens qui sont finalement assez blasés, on vient de l'entendre. Hervé Demarque, directeur de cette école de la 2e chance à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous en attendez quoi de la réforme de l'éducation ?
Nous, on est un petit peu après. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y ait moins de candidats potentiels pour les écoles de la deuxième chance. Effectivement, je pense que c'est ce qu'on attend, mais c'est pas à titre d'école de la deuxième chance, c'est à titre de citoyen. Et effectivement, si un jour on n'avait plus besoin des écoles de la deuxième chance, ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Nous, on arriverait sûrement à faire autre chose. Il y a 150 000 jeunes par an qui sortent du système sans diplôme ni qualification et qui, donc, à ce titre, sont éligibles aux écoles de la deuxième chance. Pour l'instant, la capacité d'accueil du réseau national, parce que les écoles de la deuxième chance, elles sont regroupées dans un réseau E2C en France, c'est 13 000 jeunes. Donc voilà, si on arrive à faire baisser ce chiffre tous ensemble, c'est bien. Nous, on est un petit peu le service après formation, le service après école, mais on vient en complémentarité de l'éducation nationale. 12%, c'est en 2011 la part des 18-24 ans qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ou avec seulement un brevet et qui ensuite peuvent prétendre à se rendre dans vos établissements. Vincent Peillon qui rappelle que le président de la République a promis de diviser par 2 le nombre de décrocheurs, 150 000 par an, ce sont ces jeunes qui effectivement sont touchés par le chômage, qui n'ont pas de diplôme. Vous pensez que concrètement des mesures peuvent être prises pour permettre de réduire tout ça ? Bien sûr. Cette réforme va le permettre, pourrait le permettre en tout cas. Le premier travail qu'on fait à l'intérieur des écoles de la deuxième chance, c'est de travailler sur la confiance que ces jeunes peuvent avoir eux-mêmes dans leur propre avenir et dans leur propre projet. Et c'est vrai qu'ils partagent une certaine forme de désespérance. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y avait aussi les 30 ans d'émissions locales où Mme Fournéron, autre ministre, intervenait. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit avancer ensemble. On parlait d'une allocation universelle, parce qu'il y a une partie de ces jeunes qui doivent en même temps trouver un système d'insertion professionnelle et subvenir à leurs propres besoins, et ça devient compliqué. Il y a des effets ciseaux qui sont redoutables. Donc oui, il y a beaucoup à faire et il y a du travail pour beaucoup de monde, quoi. On peut s'intéresser aussi à cette question de la pédagogie. Est-ce qu'il faut tout reprendre à l'école ? Non, certainement pas. Il ne s'agit pas de tout reprendre, mais il s'agit de se donner du temps. On évoquait, les personnes qui parlaient tout à l'heure évoquaient la multiplicité des réformes. Il faut savoir que, par exemple, le système finlandais, qui est souvent cité en exemple, c'est un système qui s'est donné une profondeur de 20 ans pour évoluer, et les alternances politiques n'ont pas modifié cette volonté de faire évoluer le système. Je crois que l'école de la République a besoin de ce temps-là, parce qu'actuellement, ce qui est en défaut en France, c'est l'école de la première chance, c'est-à-dire quels moyens peut-on se donner, comment peut-on organiser un système éducatif qui soit suffisamment performant pour déjà ne pas maltraiter les jeunes. On évoquait tout à l'heure le problème de la confiance. C'est quelque chose qui est récurrent, par exemple, dans les évaluations qui sont faites au niveau international. Les jeunes Français manquent de confiance au moment du... Alors comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez redonner confiance aux jeunes qui participent, qui suivent vos cours, par exemple ? Eh bien, comment on peut leur donner confiance ? D'abord en leur disant que l'école, c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose dans lequel non seulement on prépare un avenir professionnel, mais avant tout, on se prépare soi-même à devenir sujet, à devenir citoyen de la République française. Je crois que ça, c'est un élément important. C'est un endroit où on va dire aux jeunes qu'au travers de la découverte qu'ils font de leur environnement scolaire immédiat, mais plus généralement de l'environnement sociétal, eh bien, ils vont prendre une place dans la société. C'est aussi un endroit où on se découvre une identité, où on la forge, où on la peaufine et où on peut en être fier. Tous ces éléments-là, malheureusement, ont tendance, depuis ces dernières années, à avoir été pas mal en difficulté. Donc c'est cette école-là qu'il faut recréer, parce qu'elle permet à un jeune, quand il sort du système éducatif, de se sentir intégré dans une société. Peut-être une autre réalité aussi, 20% des élèves de 15 ans ont de grandes difficultés à l'écrit. Ça veut dire qu'il là aussi, il faut revoir les méthodes d'apprentissage. Au-delà du fait de redonner confiance en soi à chacun, c'est important, mais aussi sur la façon même d'apprendre les choses. Alors, les grandes difficultés à l'écrit, elles sont interrogées, effectivement, mais très souvent, il y a une notion de catastrophisme qui tend à vouloir dire que 20% des élèves ne savent pas lire à l'entrée en sixième. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est 20% des élèves qui ne maîtrisent pas les compétences attendues d'un élève entrant en sixième. On est quand même loin du catastrophisme. En tout cas, là, on est sur 20% à peu près d'élèves de 15 ans qui ont du mal à l'écrit. Qui ont du mal à l'écrit, bah oui. Et c'est donc pour ça qu'il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir, je dirais, dès la maternelle, à ce que signifie l'acte d'apprendre à lire et de se donner le temps de le construire. On a beaucoup chargé la barque ces dernières années sur les programmes.
dans un contexte que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une amplitude horaire annuelle qui était extrêmement resserrée, et ça n'est peut-être pas très favorable à un apprentissage facilité de la langue française, par exemple. Donc il faudrait se donner les moyens de construire des programmes qui permettent de mettre les éléments essentiels en premier et surtout de ne pas avoir, comme on l'a connu ces dernières années, une inflation d'éléments dans les programmes scolaires qui finissent à terme par nuire au bon fonctionnement du système. Pour conclure, je vous ferai réagir sur la question de la formation également. Elle est forcément attendue, cette refonte de la formation des enseignants, mais juste Hervé Demarque, par rapport à ces difficultés à l'écrit, vous les constatez, c'est une réalité pour vous aussi. Les jeunes qui se présentent dans vos établissements, dans vos écoles de la deuxième chance, ont beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour écrire. Donc répondre à une annonce pour un emploi, c'est presque impossible pour eux. Oui, mais d'abord, leur première difficulté, c'est qu'ils n'osent pas. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en écrivant qu'on devient suffisamment bon comme écrivain. La plupart des jeunes qu'on accueille à l'école de la deuxième chance, et quand je dis la plupart, c'est une immense majorité, ont aucune difficulté cognitive. Donc, ils ont en moyenne 20 ans. Ils sont effectivement sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification, donc ça n'a pas marché comme eux l'auraient souhaité, et ils sont souvent dans un très fort défaut de l'estime d'eux-mêmes. Quand on leur demande de nous citer des qualités, c'est des choses très compliquées. Et puis ils ont l'impression d'avoir rien appris à l'école. Et alors qu'ils ont appris déjà pas mal de choses. Et la première chose qu'on fait, c'est un positionnement, alors qui n'est pas là pour savoir s'ils vont pouvoir intégrer l'école ou pas. C'est pour savoir où ils en sont. Et comme on est dans une pédagogie individualisée, pour qu'ils repartent de là où ils ont besoin de repartir. Et ils se rendent compte à ce moment-là que finalement, ils savent faire plein de choses. Et ils ont retenu de l'école, et c'est pas tous les élèves, c'est qu'une petite partie, que finalement, ils y avaient appris peu de choses, et quand on fait l'inventaire avec eux, ils se rendent compte qu'ils en ont appris beaucoup plus qu'ils l'imaginaient. Donc on peut déjà partir de là, de ce côté positif. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser. L'école de la deuxième chance, il en sera question dans quelques minutes. On va juste conclure sur cette question de la formation dans le cadre de la réforme de l'éducation. Donc la formation des enseignants, la loi devrait créer des écoles supérieures du professorat et de l'éducation au sein des universités dès la rentrée 2013 pour permettre une solide formation disciplinaire et professionnelle, notamment par le biais de stages, ce qui n'était plus forcément le cas avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? Bah oui, parce que les constats qui ont été faits ces 2 dernières années sont catastrophiques. Laisser penser qu'on pouvait devenir professeur simplement en étant mis dans le bain et puis en ayant une solide formation disciplinaire, c'était tout à fait extravagant. Et on s'en est bien rendu compte avec des situations extrêmement dures vécues par nos jeunes collègues. Moi, je reviendrai sur ce que disait monsieur, c'est-à-dire que l'école doit devenir l'école de la confiance, la confiance qu'il doit y avoir entre la nation et puis les systèmes éducatifs qu'elle met en place, la confiance qu'il doit y avoir entre chaque adulte et chaque jeune qui arrive dans l'école, mais de façon plus générale qui arrive dans la société. Et sans cette confiance qui doit, je dirais, nourrir les jeunes générations, on ne peut rien construire. Merci Bertrand Mesure d'être venu sur ce plateau SNUIPP, FSU. Hervé Demarque, vous restez en plateau avec nous. Nous allons parler de l'école de la deuxième chance un peu plus en détail, votre établissement. En ce qui concerne la réforme de l'éducation, le texte sera présenté en janvier en Conseil des ministres.